Je pense que déjà se dire que la donnée est un actif à forte valeur ajoutée, que ce soit dans la conduite du projet ou même on en parle régulièrement dans le LAM, dans tous ces enjeux d'évaluation des politiques publiques, d'évaluation de l'impact, de se dire que même depuis le démarrage du projet, c'est important d'identifier les bonnes données, de pouvoir les quantifier, les utiliser de sorte à avoir un bon suivi du projet, une bonne mise en œuvre de ce projet-là et surtout pouvoir qualifier l'impact à chaque étape du projet. Mais plus globalement, je dirais que la donnée a vraiment une forte valeur ajoutée, notamment pour la conduite, on le voit, de nos politiques publiques, notamment pour le ministère de l'écologie, où il y a beaucoup à faire, de forts enjeux dans les prochaines années, si on veut justement arriver aux objectifs que l'on s'est fixés. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Marie Ramondaré, chef de projet design et innovation au sein de l'Ecolab. L'Ecolab est le laboratoire d'innovation pour la transition écologique au sein du Commissariat général au développement durable. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail qu'est-ce que fait l'Ecolab, en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. Alors, l'Ecolab, c'est le laboratoire d'innovation pour la transition écologique qui va œuvrer pour la valorisation et l'ouverture de la donnée publique et apporter des réponses innovantes à la fois à l'urgence de transformation numérique et également de transition écologique. Donc, nos actions s'inscrivent vraiment dans la stratégie nationale France Nation Verte et notamment du plan de planification écologique. On va à la fois agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et porter des actions également d'adaptation au changement climatique, de préservation de la biodiversité, des ressources et également de réduction des pollutions des milieux. Alors on a juste deux pôles au sein de l'Ecolab. On a un pôle de la Green Tech Innovation qui vise à décerner un label pour les startups et PME innovantes sur le champ de la technologie verte et qui vise également à animer cet écosystème de la Green Tech. On organise par exemple un rassemblement annuel, donc qui a lieu cette année les 7-8 novembre à Station F. Et donc on a un autre pôle qui est le pôle innovation, données, intelligence artificielle qui lui a vocation à promouvoir la production et l'usage des données, qu'elles soient publiques et privées, pour la transition écologique. Et là, on va avoir par exemple des appels à projets pour l'IA frugale dans les territoires. On va également porter des expérimentations ou des projets dont le Green Data for Health. Et on va animer la stratégie du ministère en matière de données et notamment tout ce qui va de l'administration ministérielle de la donnée, des algorithmes et des codes sources. Et donc là, on va avoir des actions de formation, d'animation de la communauté de la donnée du pôle ministériel et suivi de projets structurants pour les politiques publiques du ministère. Alors c'est qui les interlocuteurs de l'Ecolab ? C'est assez varié. Majoritairement, on va s'adresser aux agents du pôle ministériel, notamment les directions générales. On va avoir les directions générales, par exemple, sur le logement, la mobilité, la prévention des risques, la mer. Et on va également s'adresser aux opérateurs du ministère, aux territoires. Et ensuite, en fonction des projets, on va s'adresser également aux acteurs privés, notamment j'ai parlé des startups et des PME, également la recherche, le citoyen. Voilà, ça dépend également des actions que l'on mène, des projets qui sont portés par l'Ecolab. Alors justement, au sein de l'Ecolab, quelles sont tes missions ? Alors comme tu l'as dit en introduction, je suis designer de formation, donc je vais avoir pour vocation à porter certaines des initiatives et projets de l'Ecolab, notamment avec une approche agile et ancrée dans les démarches de design de services publics, tels que le Green Data for Health. Et j'ai également à cœur d'appuyer les projets de l'Ecolab pour les aider à mener leurs projets avec cette approche agile et avec ces démarches d'innovation. Et également, je contribue en ce moment à la structuration d'une offre de design et sciences comportementales pour l'Ecolab qui va aider donc à la fois les projets internes et pourquoi pas pouvoir s'inscrire aussi dans l'accompagnement de projets de l'Ecolab. Alors ce Green Data for Health, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? En quoi ça consiste ? Tout à fait. Alors déjà, pour comprendre d'où vient ce projet et comment est-ce qu'il est né, donc je dirais que le démarrage date de fin 2019, dans un contexte à la fois de la stratégie de la Commission européenne sur l'ouverture des données et cette volonté de structurer ce qu'on appelle des espaces communs de données sur des grandes verticales sectorielles, par exemple la santé-environnement, en ce qui concerne ce projet. On avait le contexte national d'ouverture des données avec la loi Le Maire en 2016. Et plus précisément sur le champ de la santé-environnement, juste pour donner un chiffre clé,
L'OMS a déclaré qu'environ 23% des décès au niveau mondial et 25% des pathologies peuvent être attribués à l'effet de l'environnement sur la santé, que ce soit la pollution de l'air, le bruit, ce qui fait qu'il y a quand même un gros enjeu de mieux qualifier les risques sanitaires liés à l'environnement. Et dans le plan national santé-environnement qui a été publié en 2021, justement, un des axes consiste à améliorer les connaissances des liens entre la santé et l'environnement par la recherche et faciliter l'accès aux données existantes, justement, pour les acteurs de la recherche et de l'expertise. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le Green Data for Health. Et son objectif, ses missions vont être de quel type ? Alors, le Green Data for Health, il va avoir pour objectif d'améliorer la mobilisation et la valorisation de la donnée environnementale pour un usage en recherche en santé-environnement. Il faut dire que le patrimoine de la donnée environnementale est très riche en France. Il y a énormément de producteurs de données sur tous les champs, que ce soit pour qualifier l'état des milieux, pour qualifier les sources de nuisances, par exemple. Mais actuellement, on a fait le constat que ces données étaient vraiment très peu mobilisées. Voilà, donc le Green Data for Health va avoir pour enjeu d'aider à lever les freins à la mobilisation de ce riche patrimoine de données. D'accord, donc on va chercher les différents acteurs qui les collectent, ces données. Ça va être des collectivités locales, des associations. C'est très large, en effet, oui. Dans les besoins qu'on a identifiés, il y avait en effet tout ce qui était la repérabilité, ce qu'on va appeler la découvrabilité de la donnée. Donc comprendre quels sont les acteurs qui produisent et gèrent cette donnée, comment est-ce qu'on fait pour y accéder. Et ensuite, on va également toucher aux enjeux de qualité de la donnée. En effet, c'est très large. On va avoir soit des opérateurs qui produisent de la donnée, soit des collectivités, des associations. Par exemple, si je pense à toutes les associations agréées de qualité de l'air, les AASQA qui sont sur le territoire et qui font des mesures justement de qualité de l'air et qui vont être très riches pour justement avoir de l'information sur l'impact de la qualité de l'air sur la santé, par exemple. Ok. Et alors, donc, ces associations, ces collectivités, une fois qu'on les a convaincues qu'elles pouvaient partager ces données, qui avaient vraiment une réelle valeur pour les citoyens, de les partager, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce qu'il y a une sorte de plateforme ? Est-ce qu'on répertorie les différentes sources de données ? Oui, alors initialement, le Green Data for Health s'appelait le Green Data Hub. Et à l'origine du texte de loi, on avait vocation à créer un hub de données, donc c'est-à-dire stocker toute la donnée environnementale qui était utile pour la santé-environnement. Et on s'est vite aperçu que finalement, ces données sont déjà stockées dans des SI existants ou par les acteurs qui les détiennent, en grande majorité. En grande majorité également, du fait notamment des lois, je parlais de la loi Le Maire tout à l'heure, ces données ont vocation à être ouvertes, notamment parce qu'elles contiennent des informations liées à l'environnement. Ce qui fait qu'on est plutôt sur de l'open data, et nous, la vocation du Green Data for Health va être vraiment de recenser la donnée, avoir un endroit, un point d'entrée pour identifier tous les acteurs de la donnée. Subsistent quand même des données qui vont être à accès restreint, soit parce qu'elles contiennent de la donnée identifiante, soit parce que le producteur, pour le moment, ne l'a pas mise en open data, parce qu'elle n'est pas de qualité suffisante, ou pour d'autres raisons. Nous, notre objectif, c'est quoi qu'il arrive de recenser la donnée, qu'elle soit ouverte ou non, pour au moins savoir qu'elle existe, et faire avancer la recherche dans ce domaine. Tu parlais de qualité, est-ce que vous filtrez la donnée qu'on vous propose ? Est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir publier ces données et apparaître dans ce catalogue ? Non, alors non, on va pas filtrer la donnée. Enfin, il faut qu'elle rentre dans le périmètre. Alors, le périmètre de la donnée utile pour la santé environnement peut être très large. On a même des données d'occupation du sol. Une fois, on nous avait demandé si les données de répartition des boulots en France pouvaient être intéressantes à intégrer, parce que sur tous les sujets d'allergie. Voilà, enfin, tout dépend de la limite qu'on donne au périmètre de cette donnée utile. Après, concernant la qualité, c'est surtout nous qui allons avoir une action dans la façon dont on va décrire la donnée en elle-même. Donc, on va utiliser des métadonnées, donc ces informations descriptives qui vont permettre de qualifier assez généralement les informations géographiques, temporelles. Et on a rajouté une couche d'informations liées à la santé-environnement. Comprendre quels sont les agents physiques, biologiques et chimiques qui vont être mesurés et contenus dans le jeu de données, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir avoir des actions de montée en qualité de ces données via des initiatives qu'on lance grâce au GD4H. D'accord. Et est-ce que c'est uniquement de la donnée nationale, ou est-ce qu'il y avait des sources locales, et à ce moment-là, comment on fait pour fournir une donnée nationale à partir de plein de sources locales ? Alors, c'est un vrai enjeu, et ça va être notre chantier justement des prochains mois. Là, initialement, on s'est vraiment concentré sur de la donnée nationale. Il va y avoir des sources, par exemple, si je prends les données de prélèvement de qualité de l'eau, donc qui remontent des agences régionales de santé, on va avoir des prélèvements au niveau des territoires, mais qui vont être, bancarisés au niveau national. On peut notamment les retrouver sur DataGouv ou du coup sur notre site du Green Data for Health.
L'idée pour nous serait d'identifier aussi des données en jeu pour les territoires et qui viennent des territoires. Et là, on réfléchit à la façon dont on pourrait les valoriser sur notre plateforme. Est-ce qu'on valorise la donnée de chaque territoire ? Est-ce que pour le chercheur, il y a un intérêt à ce que ces données soient préagrégées ? Est-ce qu'il a besoin de la donnée très fine ? Et comment est-ce qu'après, on met ces données-là en valeur sur la plateforme ? Quels ont été les grands travaux menés dans le cadre du Green Data for Health ? Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ces 18 mois d'incubation du projet. Je dirais que le premier gros travaux a été toute la phase d'investigation des besoins de l'écosystème de la recherche et plus largement de la santé-environnement, de comprendre là actuellement qu'est-ce qui bloque la mobilisation de ces données. Et dont les 3 grands besoins étaient premièrement, j'en ai parlé tout à l'heure, de la repérabilité, comprendre où se trouve la donnée, qui sont les acteurs. La deuxième qui consiste plutôt en la qualité de la donnée. Il faut savoir que la qualité de la donnée environnementale n'est pas souvent optimale pour être croisée avec des données de santé, notamment parce que la donnée environnementale, la plupart du temps, est prélevée pour répondre à des réglementations ou à des objectifs qui sont tout autres que celui d'un croisement avec de la donnée sanitaire. Et enfin, le besoin qui finalement était le plus prégnant était celui de la synergie et d'une meilleure communication entre les acteurs, qu'il s'agisse des réutilisateurs de la donnée avec les producteurs ou les réutilisateurs entre eux pour se réunir lors d'initiatives autour d'objectifs communs. Et ensuite, au niveau des actions que l'on a menées, il y a eu la structuration de cette communauté qui a été très importante dès le démarrage et qui nous a permis de créer une offre de service qui est mise à disposition depuis un peu plus d'1 an. Et donc, on va avoir ce fameux catalogue de données qui recense actuellement 130 ressources et a vocation à grossir. Donc, vous pouvez le retrouver en ligne au gd4h.gouv.fr. On va également avoir des outils d'appui juridique pour aider à la fois les producteurs à ouvrir les données et les réutilisateurs à comprendre quels sont leurs droits et leurs devoirs face à cette donnée-là, comment est-ce qu'ils peuvent y accéder. Donc on va avoir des fiches de ressourcerie juridique en ligne qui vont donner les grands principes de la donnée environnementale. Et on a d'autres outils qu'on est en train de développer et qui devraient arriver prochainement. Et enfin, toutes les initiatives d'animation, où là on a lancé un appel à projets pour accompagner des projets de recherche sur 18 mois. Pour mobiliser la donnée. Pour donner un exemple, on accompagne un projet qui vise à mener une étude écologique en Île-de-France pour comprendre quel est l'impact du bruit sur le sommeil des individus. Et là, donc, il y a beaucoup à faire pour identifier les bonnes données environnementales et comment les croiser avec les données de santé qui sont utiles sur ce territoire d'Île-de-France. Et on a également lancé d'autres initiatives comme un challenge GD4H qui, pour nous, représente vraiment la richesse de l'écosystème, à la fois des experts du numérique, dans des profils data, dev, designers, chefs de projet, avec des experts de la santé-environnement. On a eu plus de 150 bénévoles sur 1 mois qui se sont mobilisés pour créer 15 outils permettant de monter en qualité la donnée environnementale. Alors, quel est l'intérêt d'un tel projet, selon toi ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier, j'en ai parlé, c'était vraiment de structurer cette communauté, de mutualiser les efforts entre les différents acteurs. Donc ça, c'était vraiment pour moi le plus gros enjeu et on voit que ça fonctionne réellement et que l'écosystème a vraiment envie de se rencontrer, de monter ces projets communs et d'aboutir à cet objectif qui est d'aider à une meilleure valorisation, mobilisation de cette donnée. L'autre enjeu sur le projet, on s'en est vite rendu compte, c'est que je parlais tout à l'heure d'enjeux de la donnée comme levier pour adresser les politiques publiques du ministère, dont la santé-environnement. On a parlé de la stratégie nationale, France Nation Verte, où on voit bien que typiquement le Green Data for Health peut se positionner comme une sorte de démonstrateur ou de métrique, à la fois en termes de gouvernance et d'offre de services, pour mener des actions ou répondre aux enjeux de préservation de la biodiversité, des écosystèmes, réduction de la pollution des milieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment acquis une légitimité auprès de l'écosystème de la santé-environnement, justement parce qu'on traitait le sujet par le prisme de la donnée. Je pense que ça aurait été tout à fait différent si on avait tenté de se positionner dans cet écosystème par le prisme de l'expertise santé-environnement. Et ensuite, je voudrais juste apporter une précision sur la donnée comme levier. On m'a fait un retour l'autre jour en me disant « Oui, mais il ne faudrait pas que les acteurs se cachent derrière la donnée en se disant qu'il faut avoir une donnée très fine et aboutie pour pouvoir agir. » À ce moment-là, la donnée pourrait être considérée comme justement un moyen d'inaction. Je voudrais dire que la donnée est partout. On parlait tout à l'heure des territoires. L'autre jour, j'ai échangé avec un territoire qui me disait « Mais nous, on n'a pas forcément de base de données, on n'a pas de données hyper fines. » Je lui dis « Oui, mais vous avez peut-être, je sais pas moi, des documents Word, des enquêtes auprès des citoyens ou ce genre de choses qui peuvent être collectées. Et tout ça est de la donnée. Un tweet, c'est de la donnée. Ce qu'on écrit, nous, un fichier PDF qui contient des informations, c'est de la donnée. »
Donc tout est intéressant, tout est important à collecter, à capitaliser, et à la fois sur les enjeux d'épidémiologie environnementale, donc plutôt axé recherche, et pour un territoire qui va vouloir, mener un diagnostic territorial en santé également. Voilà, tout est important. Alors, est-ce que tu peux nous donner un ou plusieurs exemples concrets de projets, d'initiatives qui a été permis par cette réalisation ? Oui, alors tout à l'heure, je parlais par exemple de l'appel à projet. Donc, j'ai donné un exemple de projet de recherche. Donc, on va également accompagner des projets de recherche sur les expositions multiples ou encore sur les bassins industriels. Par exemple, se dire quel est l'impact de la proximité d'un riverain à un bassin industriel français. Sur le challenge, par exemple, un des projets, le projet qui a gagné le challenge GD4H, consistait à répondre à l'enjeu d'évolution des contours géographiques des iris au fil des années. Et donc, ils ont créé une table de correspondance entre les différents millésimes des iris, ou en tout cas des contours géographiques des iris, entre 1999 et 2022. Les iris, je sais pas si c'est un découpage du territoire français de l'INSEE. Oui, tout à fait. Découpage territorial du territoire français de l'INSEE. Et ce qui est intéressant, c'est que, on pourrait se demander, ok, très bien, mais en quoi est-ce que cet outil-là s'inscrit dans la santé-environnement ou dans les enjeux de santé-environnement ? Eh bien, on s'aperçoit cette table de correspondance s'agit d'un outil vraiment très important pour pouvoir utiliser la donnée environnementale à des fins de croisement avec de la donnée de santé. Et on voit qu'il y a plein d'outils qui paraissent, assez rudimentaires ou assez simples, qui toutefois permettent après de capitaliser sur cette donnée et de passer à l'échelle des projets ou permettre de nouveaux projets. Et une dernière initiative également que l'on est en train de lancer. Alors on s'est aperçu que oui, l'offre de services répond aux enjeux de la recherche et des experts en santé-environnement, que ce soit par exemple des chercheurs de l'INSERM, du CNRS, des chargés d'études de l'INERIS, de Santé publique France ou autres. On s'est aperçu que de plus en plus, l'offre de services va avoir de réels enjeux ou apports pour les acteurs locaux, les acteurs privés, mais également le citoyen. Et là, on a une action de formation citoyenne autour de la donnée en santé-environnement. Expliquer aux citoyens, à des associations, à des élus de collectivités que oui, l'environnement va avoir un effet sur la santé humaine, animale et des écosystèmes. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette donnée à ces fins-là, pour montrer cette influence, en tout cas cet impact sur la santé ? Ouais, donc ce modèle de formation sera bientôt délivré, en tout cas bientôt lancé d'ici la fin d'année 2023. Alors quels ont été les obstacles à surmonter dans vos travaux ? Alors, je dirais que le principal obstacle, quand on a démarré le projet, était de bien identifier tous les acteurs de l'écosystème de la santé-environnement. Comme je le disais au début, il y a assez peu de synergie entre ces acteurs-là, ce qui fait qu'on avait du mal à identifier le périmètre très large de l'écosystème de la santé-environnement, et notamment au niveau de la recherche. Ce n'est pas toujours aisé, surtout au début du projet, d'identifier toutes les unités de recherche, tous les acteurs qui vont avoir vraiment un réel enjeu sur ce champ-là. Le deuxième enjeu était plutôt de concilier à la fois les besoins de la recherche, on parlait tout à l'heure d'épidémiologie environnementale, avec les besoins des acteurs publics, nationaux et territoriaux. On parlait des territoires qui vont avoir besoin de réaliser des études d'impact en santé, des portraits territoires, des diagnostics territoriaux en santé, des acteurs nationaux qui vont porter des gros projets en lien avec les politiques publiques actuelles. Donc ça, c'était également un enjeu. Et un autre, je dirais pas qu'il y a un obstacle, c'est juste quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui sera également un de nos enjeux là dans les prochains mois, qui va être plutôt l'interfaçage avec toutes les initiatives au niveau européen, au niveau international, ou même au niveau français. Comment est-ce qu'on articule au mieux toutes ces solutions de catalogage, etc. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on mène au quotidien avec les initiatives au sein de l'Ecolab, mais également avec d'autres initiatives. Je pense par exemple à DataGouv. Comment ça s'interface DataGouv et l'Ecolab ? Est-ce que tout ce qui est sur l'Ecolab est sur DataGouv ? Est-ce que... Comme il s'agit en majorité de données ouvertes, tout ce qui est sur le Green Data for Health et également sur d'autres solutions qu'on peut avoir à l'Ecolab. On a par exemple un catalogue de toutes les données de la transition écologique qui s'appelle Ecosphère, qui est en train d'être structuré. Toutes ces données-là ont vocation à être sur DataGouv, et par exemple sur le Green Data for Health, on est en train de mettre en place un moissonnage pour avoir un flux automatisé, récupérer automatiquement la donnée qui vient de DataGouv sur le champ de la santé-environnement. Alors, rien n'empêchera d'avoir des données plus spécifiques à la santé-environnement qui ne sont pas forcément ouvertes,
et que DataGouv, en tout cas dans l'immédiat, n'a peut-être pas vocation à recenser, mais l'idée serait que si on rencontre un acteur qui a des données en open data mais qui ne sont pas sur DataGouv, qu'on lui dise que la priorité pour lui est déjà de les mettre sur DataGouv pour qu'on puisse les valoriser sur notre site. Qui peut proposer des datasets pour le GD 4H ? Alors, on va avoir tous les producteurs et gestionnaires de données publiques dans un premier temps. Et là, on est en train de réfléchir à l'intégration de données d'acteurs privés ou l'intégration de données privées à d'intérêt général. Au niveau des données d'acteurs privés, on échange avec certaines entités en se disant est-ce qu'il n'y a pas un lot de données que vous pourriez mettre à disposition en open data et qu'on pourrait valoriser sur la plateforme du Green Data for Health et qui permettrait de mener par exemple à votre plateforme où l'utilisateur pourrait trouver d'autres données ou d'autres services que propose votre entité. Mais là, on est globalement, principalement, on a un focus sur les producteurs de données publiques et données au niveau national et territorial. On a un parcours de réutilisation des données qui est également en cours d'implémentation. Donc ça rejoint le sujet de la qualité de la donnée, de se dire, pour la santé environnement, quand j'identifie une donnée sur le catalogue du Green Data for Health, quelles sont les réutilisations qui sont possibles à partir de cette donnée-là. Et donc là, on va intégrer ces réutilisations qui vont permettre de comprendre, d'éviter en tout cas d'avoir des biais de réinterprétation de la donnée, donner des idées aussi de projets ou d'outils qui peuvent être réalisés à partir de la donnée. Oui, puis il y a peut-être un peu un effet aussi, comme les avis sur Internet. Quand on a vu qu'il y a plein de gens qui avaient laissé un avis, on a tendance à se dire que c'est un bon produit, ou en tout cas qu'il y a moins de risques. Les datasets, c'est un peu pareil. S'il y a beaucoup de réutilisation, on le voit sur DataGouv, quand il y a beaucoup de réutilisation, on se dit qu'il y a peut-être pas mal de richesse dans le dataset. Totalement. Et puis, ce qui va être très important, c'est dans cette réutilisation, sous l'angle de l'usage pour la santé environnement, de lier cette réutilisation avec un data paper ou de la documentation qui va en tout cas permettre de comprendre peut-être qu'il y a eu un problème dans l'exploitation de la donnée initiale. Qu'est-ce qui a été mis en place pour lever les freins à la mobilisation de cette donnée ? Est-ce qu'il y a des petits outils en plus ? Typiquement, je parlais tout à l'heure de la table de correspondance entre les différents iris, mais peut-être qu'on va lier en fait une réutilisation avec cet outil en disant cet outil m'a été utile ou j'aurais eu besoin de cet outil pour pouvoir aboutir à cette réutilisation. Voilà, donc on va toujours aller dans le sens d'une meilleure documentation pour un usage, on va dire, plus rigoureux de la donnée. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, doit être dit tout le temps à chaque interlocuteur que tu as et qui sera une évidence pour tout le monde dans 10 ans, 20 ans ? Je pense que déjà se dire que la donnée est un actif à forte valeur ajoutée, que ce soit dans la conduite du projet ou même, on en parle régulièrement dans le LAM, dans tous ces enjeux d'évaluation des politiques publiques, d'évaluation de l'impact, de se dire que même depuis le démarrage du projet, c'est important d'identifier les bonnes données, de pouvoir les quantifier, les utiliser de sorte à avoir un bon suivi du projet, une bonne mise en œuvre de ce projet-là et surtout pouvoir qualifier l'impact à chaque étape du projet. Mais plus globalement, je dirais que la donnée a vraiment une forte valeur ajoutée, notamment pour la conduite, on le voit, de nos politiques publiques, notamment pour le ministère de l'écologie, où il y a beaucoup à faire, de forts enjeux dans les prochaines années, si on veut justement arriver aux objectifs que l'on s'est fixés. Et un autre apprentissage donc du projet du Green Data for Health et également des projets menés à l'Écolam. Tout projet autour de l'innovation, du numérique, de la donnée, à mon sens, doit être porté par une communauté d'acteurs et cette communauté d'acteurs doit être structurée dès le début du projet pour permettre d'identifier les besoins les plus prégnants, développer une solution, une offre de service, un produit qui sera le plus à même de répondre à ces besoins-là et avoir des utilisateurs, des contributeurs aux solutions qui vont être mises en place. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier que tu as aujourd'hui ? Alors, j'allais dire sauver le monde, c'est un peu la mission qu'on se donne quand on est au ministère de l'écologie. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation, quand je me lève tous les matins, quand j'avance sur les travaux du Green Data for Health ou d'autres projets qu'on porte à l'Écolam, d'avoir un impact positif par rapport à la transition écologique, à la transition de notre société plus globalement. Et ce que j'aime dans le projet du Green Data for Health, c'est d'avoir les retours d'acteurs de la santé environnement, de grosses entités de santé publique, qui nous disent que ça faisait 15 ans qu'on attendait une offre de service comme celle-ci, on ne pensait pas qu'elle allait voir le jour. Voilà, ce type de retour est vraiment très plaisant d'avoir l'impression de vraiment être utile et d'apporter une brique, en tout cas une solution aux problèmes
qui ont été identifiés depuis plusieurs années. Ce que j'aime aussi dans la démarche d'un lab comme l'Ecolab, ça va être ce côté apprenti sorcier où on mène des expérimentations. Par exemple, sur le Green Data for Health, l'appel à projet qui vise à croiser les données environnementales et de santé, il s'agit d'un des premiers appels à projet, notamment en France, qui permet d'opérer ce croisement. Et donc, on se pose plein de questions, de se dire comment est-ce qu'on fait pour croiser ces données ? Quelle est la maille la plus fine commune entre les données environnementales et de santé ? Peut-être que des projets n'aboutiront pas comme ils l'auraient souhaité, ou peut-être qu'on va trouver des solutions qui n'avaient pas identifiées au départ. Mais en tout cas, on sait qu'on avance, on expérimente, on cherche des solutions, et c'est vraiment ce qui est stimulant au quotidien. Et puis plus largement, je dirais que via les méthodes, les démarches d'innovation, de design, on a tout l'aspect sciences comportementales également au sein du lab. J'aime me dire qu'on a cette page blanche ou cette confiance qui nous est donnée pour traiter de sujets à fort enjeu, que sont les politiques publiques du ministère de l'écologie. Et voilà, avoir cette liberté et de pouvoir mettre ma pratique, par exemple, du design au service de l'élaboration des politiques publiques jusqu'à leur mise en œuvre. Alors, si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose ? Franchement, avec du recul, je pense que non. C'est un peu prétentieux de ma part, mais je me dis que toutes les erreurs sont bonnes à commettre et qu'on apprend de ces erreurs-là. Je vois par exemple sur le projet du Green Data for Health, toutes les choses qui ont pu être un peu plus compliquées, qui ont pu ne pas fonctionner, nous ont appris beaucoup de choses sur la façon de mener le projet, sur les solutions qui fonctionnent ou pas par rapport aux objectifs visés. Il y a peu de choses que je changerais. Et notamment le démarrage du projet, comme je disais, en tout cas l'objectif qui avait été visé n'était pas le bon par rapport aux besoins de la communauté. Et on voit bien que c'est en testant les choses qu'on arrive à rectifier le tir. Et maintenant, on est... Voilà. Le Green Data Hub, donc. Exactement, ouais. Donc le changement entre Green Data Hub et Green Data for Health, c'est l'abandon d'une plateforme d'hébergement et le recentrage sur les données de santé, liées à la santé, c'est ça ? Oui, alors l'idée était vraiment de se dire au démarrage, on va créer un hub qui va stocker la donnée environnementale pour communiquer avec la plateforme des données de santé qui est le Web Data Hub en France. Et que les deux plateformes pourront communiquer, sauf qu'on s'aperçoit avec le Web Data Hub, qui est notre partenaire privilégié, on collabore énormément avec eux, que finalement la donnée de santé n'a pas les mêmes propriétés que la donnée environnementale. Il y a vraiment ces enjeux de sécurisation de la donnée, de stockage de la donnée. Et c'est vrai que le fait de réorienter le Green Data for Health, de se dire on n'a pas besoin de stocker de la donnée, on n'a pas forcément besoin d'une infrastructure sécurisée, comme peut le proposer le Web Data Hub ou le centre d'accès sécurisé à la donnée. Tous ces éléments-là ont fait qu'on a réorienté la commande initiale pour aboutir à un projet qui convient totalement aux besoins en tout cas, je l'espère, mais de la communauté. Et alors, pourquoi ce centrage sur la donnée de santé ? Est-ce que ça a permis de convaincre des parties prenantes, de se recentrer sur la santé ? Pourquoi ne pas avoir gardé l'écologie au sens large ? Parce qu'on est vraiment, je pense, sur le sujet de la donnée au service d'un usage spécifique. Et pour moi, par exemple, on le voit sur le projet Ecosphère dont je parlais tout à l'heure, qui est une plateforme des données de la transition écologique. Même eux mènent cette réflexion de se dire, en fonction des usages, on ne va pas utiliser les mêmes données ou de la même façon. Et ils sont en train de structurer ce qu'ils ont appelé des bouquets de données. C'est se dire, sur un sujet... par exemple, je sais pas, un territoire qui veut faire un diagnostic ou mettre en place une opération d'aménagement sur le territoire, quelles sont toutes les données qui vont être utiles, par exemple, pour un plan d'urbanisme. On voit bien qu'un usage, par exemple, une même donnée, que ce soit pour monter un projet d'urbanisme, de mobilité ou de santé-environnement, on va pas du tout avoir les mêmes usages et les mêmes enjeux. Voilà, donc je dirais que c'est une première réponse. Et la deuxième, notamment parce que le projet s'inscrit dans le plan national santé-environnement et qui traitait donc initialement de la santé. D'accord. Alors, c'est quoi les étapes suivantes pour le Green Data for Health ? Eh bien, je dirais faire grossir l'ambition, en tout cas les initiatives qui sont portées par le Green Data for Health. On aimerait bien reproduire un challenge GD4H, lancer une deuxième vague d'un appel à projet sur des thématiques qui ont été priorisées par l'écosystème. On aimerait recenser plus de données. On parlait des données locales. Il y a une grande richesse aussi de données en dehors du niveau national, au niveau européen, des données d'acteurs privés. On va travailler sur le catalogue de données pour l'enrichir, apporter toujours plus d'informations sur la donnée qui est recensée. On a aussi l'enjeu de s'inscrire dans le concept One Health, donc qui est le concept une seule santé, qui vise à dire que la santé ne se qualifie pas seulement via la santé humaine, mais qu'il faut aussi considérer la santé animale, la santé des végétaux et l'état de l'environnement.
On a vraiment vocation à s'inscrire dans ce concept-là en intégrant par exemple des projets via un appel à projet de recherche, par exemple, et se dire comment est-ce qu'on peut croiser ces différentes données issues de ces cas de santé. Et plus largement, de contribuer à l'identification de données à produire sur des champs à fort enjeu et contribuer toujours à la mise en open data des données. Ça serait vraiment notre objectif, d'arriver à avoir une action encore plus forte sur ces deux objectifs. Il y a aussi un autre objectif qui provenait de toute la phase d'investigation où des acteurs, notamment des agences et opérateurs, nous avaient fait remonter ce besoin en temps de crise, lorsqu'il y a des incidents, par exemple, je pense à l'usine du Lubrizol, de se dire comment est-ce qu'on se met en état de marche assez rapidement pour avoir toutes les données à disposition pour pouvoir réaliser des études et même créer de l'information, produire de l'information pour le citoyen dans ces temps de crise. Pourquoi pas, cela pourrait également être une action à mener par le Green Data Forest par la suite. Oui, parce qu'un des enjeux de toutes ces données, c'est qu'elles sont évolutives. C'est aussi là où peut-être que vous avez intérêt à ne pas les stocker vous-même. C'est qu'il y a des publications régulières de mise à jour de toutes ces données dans le temps et qu'elles sont utiles que parce qu'on les observe régulièrement. On va dire un screenshot à un instant T a beaucoup moins de valeur que cette évolution, en l'occurrence cas d'une crise, pouvoir faire des analyses d'impact d'un événement local. Oui, et puis il y a aussi ce sujet, on rejoint le sujet de la synergie, de se dire, effectivement, il y a une très grande richesse de données, notamment dans ce type de situation à l'instant T qui sont collectées et qui doivent être analysées. Et donc, comment est-ce qu'on aide tous ces acteurs-là à se mettre en synergie, à mieux communiquer sur les données, sur les analyses qu'ils vont produire ? Il y a aussi un aspect sur le stockage. Pourquoi est-ce que, au-delà du fait de se dire que les données sont déjà stockées dans des SI existants, où on n'a pas identifié vraiment de problématiques à ce niveau-là, il y avait aussi l'aspect frugalité. On est quand même au ministère de l'écologie, donc de se dire, comment est-ce qu'on peut trouver la solution la plus frugale possible. Ouais. Et alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que sur des sujets, on va dire, brûlants d'actualité, je pense au glyphosate, est-ce qu'on pourrait imaginer que les sources, les journalistes, les politiciens, que tout le monde aille puiser finalement dans le Green Data Forest à ce niveau-là pour débattre ? Alors, quand je disais tout à l'heure qu'au-delà de la recherche, on s'aperçoit qu'on va aussi avoir un intérêt pour d'autres acteurs. Les journalistes, par exemple, en font partie. Ou les décideurs. C'est vrai que tous nos projets, notamment au niveau de l'Ecolab, ont vraiment cet objectif d'aider à la décision. Je dirais qu'il y a toutefois des précautions à prendre dans ce que l'on va publier également sur le Green Data Forest. Par exemple, je parlais tout à l'heure de mieux décrire la donnée. C'est pour ça qu'il est vraiment important de bien documenter ce qui est recensé sur le site pour éviter des biais d'interprétation, notamment, tout à l'heure je parlais des citoyens, quand on produit des outils qui vont permettre de dire, je sais pas, par exemple, si on parle d'exposition d'une population à un polluant ou quels sont les polluants dans les aliments, etc. Il faut vraiment bien documenter pour éviter une interprétation qui pourrait être, on va dire, hasardeuse par un réutilisateur. Ouais. Oui, on cherche à faire le buzz et finalement on raconte n'importe quoi. Oui, surtout des messages qui pourraient aller à l'encontre des messages de santé publique au niveau national. Ouais. Alors, quel invité est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101 ? Alors, s'il n'a pas d'ores et déjà été invité, je pense que Théo Alves da Costa serait un candidat extrêmement intéressant. Alors, il se décrit lui-même de geek activiste. Théo, c'est une personne, je dirais, incroyable, que j'ai rencontrée lors d'un projet qu'on menait à l'Ecolab, qui consistait à créer une plateforme pour centraliser les aides publiques pour les entreprises pour qu'elles puissent mener des actions de transition écologique. Et Théo, donc, qui est cofondateur de Data for Good, donc, qui est une association qui vise à fédérer, on va dire, un pool de bénévoles plutôt profil autour de la data scientist, analystes, ingénieurs, il y a également des développeurs, des designers. Et il lance des saisons pour accompagner des entités publiques, privées, à mener des projets. Et donc, ce projet-là, notamment, avait bénéficié de l'aide de ses bénévoles. Et au-delà de ça, Théo, il a vraiment pour mission de mettre la data au service des transitions sociales et écologiques et également de questionner notre rapport à la technologie et ses dérives. Et il a notamment eu l'occasion de mettre en place une sorte de chat GPT du rapport du GIEC qui s'appelle Climate Q&A et qui est un outil qui va permettre, grâce à l'IA, de répondre de manière fiable et pédagogique à des
des questions relatives au climat. Et rien que pour ça, je trouve que ça serait chouette de l'entendre. Eh ben, merci pour la recommandation. Merci Marie. Merci. Vous venez d'entendre Marie Ramondaré, chef de projet design et innovation au sein de l'Ecolab sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Jean-Philippe Couturier, fondateur de Wooz, pour nous parler de data et de ressources humaines. À très vite.